Vous faites bien le bonsoir, mesdames et messieurs, vous êtes bien sur la Info Africa TV, cette vision positive de l'Afrique. Bienvenue à vous dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Recherchés depuis le 3 décembre dernier, Massata Samb et Mamadou Niang ont été placés en garde à vue pour coups et blessures et menaces de mort à l'endroit de leur collègue député Amin Ndiaye. L'opposition parlementaire dénonce une mise en scène. Partenariat public-privé, l'UCG signe une convention pour le traitement des décès biomédicaux. Une unité de collecte d'une valeur d'1 milliard va assurer la transformation des décès afin de venir en appoint aux hôpitaux. Enfin, Coupe du Monde, 22e édition, le Maroc, première nation africaine à atteindre le dernier carré, va batailler ce soir avec l'équipe de France, championne en titre pour une place en finale. L'une des clés de ce match va être bel et bien l'état d'esprit et des acteurs. Reportage à suivre dans ce sens. Les pages internationales et sportives viendront clôturer ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Pour démarrer ce journal, la coordination nationale des associations de presse annonce le boycott des activités gouvernementales pour 48 heures. Dans le cadre du plan d'action mis en œuvre pour exiger la libération du journaliste d'investigation Pape Alé Niang, la CAP passe à la vitesse supérieure. Elle a décidé de boycotter toutes les activités du gouvernement à partir de demain jeudi au vendredi 16 décembre 2022. La CAP accuse l'État de complicité dans cette affaire Pape Alé Niang. Et puis, comme annoncé dans le sommaire, les deux députés membres du Parti de l'Unité du Rassemblement qui avaient physiquement agressé une élue de la majorité à l'Assemblée nationale le 1er décembre dernier ont été placés en garde à vue ce mardi pour coups et blessures volontaires à l'endroit de Amin Ndiaye, mais également aussi de menaces de mort. Et leurs collègues députés de l'opposition parlementaire restent dans la défensive, bien évidemment, mais n'est pas surpris de cette affaire. L'honorable Abambaye. Nous sommes choqués. Nous sommes choqués, mais ça ne nous surprend pas. Puisqu'il était évident qu'au vu du montage grossier qui a été fait, cette affaire ne pouvait déboucher que sur l'arrestation de nos collègues. Je vous dis que le malaise de Amin Ndiaye est un pur mensonge monté par Farba Ngom. Les chefs de l'Assemblée nationale ne permettent pas à une personne de s'affaler comme elle s'est affalée. Cette histoire est un mensonge de bout en bout. Et lorsque vous aurez en possession le PV mensonger et manipulateur qui a été écrit par le président de l'Assemblée, vous comprendrez aujourd'hui que ça ne pouvait déboucher que sur ça. Le groupe va se réunir dès ce soir et nous prenons acte. Je sors d'une réunion où le président de l'Assemblée nationale a été dans l'obligation d'accepter la motion de censure que le groupe Yewwi Askan Wi a déposée hier. Le Premier ministre se représentera devant l'Assemblée jeudi à partir de 10 h. À partir de jeudi, nous déploierons aussi nos positions et nos stratégies pour faire face à ce qui est une forfaiture. Les avocats l'ont dit, aujourd'hui, c'est des députés qui bénéficient d'une immunité parlementaire. Les députés en session qui se battent dans l'hémicycle n'ont pas à aller au pouvoir judiciaire. Si deux garçons s'étaient bagarrés, qu'est-ce que ça aurait donné? Rien du tout, parce qu'on nous dit que c'est une femme. Aujourd'hui, nous irons jusqu'au bout pour prouver que cette histoire est un mensonge, que même nous doutons même de la grossesse de Amin Ndiaye. Mais comme ce pouvoir-là est habitué des faits, ils nous auront en face parce que nous ne nous laisserons pas faire. En bref et en image, en prenant part au sommet États-Unis-Afrique, le président de la République, Macky Sall, a répondu aux interrogations de nos confrères américains sur la troisième candidature. Il est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat juridique. Maintenant, je sois candidat ou non, c'est ma décision, a-t-il déclaré dans une interview accordée à New York Times. Et puis je vous le disais dans le sommaire, pour essayer de mettre ensemble leur expérience et participer activement au traitement des déchets biomédicaux, l'UCG et la société Dr 7 ont procédé à la signature d'une convention ce mardi au siège de l'UCD. Ainsi, une unité de collecte d'une valeur d'1 milliard va assurer le traitement et la transformation des déchets biomédicaux. Nous suivons Mastiam, le directeur général de l'UCG. C'est une conjonction entre une entité publique, UCG,
et Dr 7 qui est un investisseur privé qui nous avait contacté il y a bientôt 2 ans à l'effet de discuter sur des modalités de collaboration pour apporter une solution pour la gestion des déchets biomédicaux. Donc le périmètre aujourd'hui de la convention consistera à apporter une solution à l'ensemble des structures hospitalières, qu'elles soient publiques ou privées, en mettant en place un système de collecte qui va être fourni par l'UCG et toute une batterie de dispositifs au niveau de l'installation de Dr 7 qui permettra de décontaminer les déchets, mais aussi de les récupérer ultérieurement par l'UCG et les réinjecter, soit directement en décharge ou dans les circuits d'économie circulaire sur lesquels nous travaillons. Donc nous apportons réellement une solution pour la gestion de ce type de déchets en relation avec le secteur privé et dans le respect des normes internationales. L'autre chose à préciser, c'est qu'ils ont investi dans cette usine. Il reviendra sûrement dans le détail sur les investissements qu'ils ont faits. Mais c'est une usine qui est opérée aujourd'hui par des jeunes Africains formés en Afrique et qui vont aussi s'occuper de la maintenance. Nous avons une ambition qui est beaucoup plus grande parce que dans les objectifs assignés à la SONAGED figure une territorialisation de l'ensemble de nos activités. Donc nous nous projetons ensemble sur des schémas d'investissement ou de co-investissement pour aller couvrir l'ensemble des localités du Sénégal. Et il a même une ambition beaucoup plus étendue parce qu'il vise l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique, si je peux dire ainsi. Parlons culture à présent dans ce journal, pleuré au Festival national des arts et de la culture prévu du 21 au 28 janvier 2023 dans la région de Kaffrine. Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, en l'occurrence M. Aliou Sow, a procédé à l'installation du conseil scientifique qui est composé de plusieurs personnes du monde culturel sénégalais. Ainsi, ce conseil sera chargé, n'est-ce pas, de définir les orientations scientifiques et techniques du festival. Aliou Sow, le ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Après 5 ans de pause, un événement culturel aussi important que le Festival national des arts et des cultures, dans un contexte de redynamisation du secteur et de repositionnement du patrimoine historique, mais aussi de remobilisation des acteurs culturels dans la construction des projets socio-économiques au niveau du Sénégal à travers la promotion des industries culturelles et créatives, mais également le brassage ethnique, la promotion de la diversité culturelle et également le lancement d'un élan qui pourra apporter les meilleures réponses à tout ce qui peut diviser les Sénégalais. Le gouvernement a décidé de reprendre le Festival national des arts et cultures pour organiser la 11e édition du 21 au 28 janvier au niveau de la région de Kaffrine en format multisite. Plusieurs localités de Kaffrine abriteront des activités majeures de ce festival-là. Et bien entendu, dans les 2 jours à venir, le comité régional de développement sera organisé et le gouverneur a pris toutes les dispositions au niveau de Kaffrine avec les élus territoriaux, les acteurs culturels, les acteurs du développement et tous les grands acteurs de la région de Kaffrine en vue de donner un contenu local et créer les conditions d'organisation de ce festival-là. Maintenant, en amont, il fallait bien entendu mettre sur pied une des structures les plus importantes dans le cadre de la préparation du FESNAC, c'est-à-dire le Conseil scientifique national. Coupe du monde à présent, auteur d'une campagne historique, le Maroc devenu la première nation africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du monde, défie ce soir les champions du monde en titre, l'équipe de France. Alors dans quel état d'esprit les Lions de l'Atlas vont devoir préparer ce match? Nous suivons le reportage. À quelques heures de la deuxième demi-finale du mondial au Qatar, l'équipe marocaine se prépare à affronter l'équipe de France, championne du monde 2018. Walid Regragui, sélectionneur des Lions de l'Atlas, a déclaré mardi en conférence de presse d'avant-match que l'équipe est concentrée et prête à tout donner pour réaliser une nouvelle surprise comme elle a fait jusqu'ici. Alors on tombe sur la meilleure équipe du monde, mais peu importe, aujourd'hui on est vraiment concentré et on a une énergie qui va être extraordinaire, qui va nous pousser demain pour rééquilibrer un peu les débats. C'est comme un match de coupe. Voilà, quand il y a l'envie, quand il y a la ferveur, quand il y a le public, je pense qu'on est capable. Âgé de 47 ans, Walid Regragui n'a pris le rôle de sélectionneur du Maroc qu'en août. Il ne se fait pas d'illusions sur la tâche qu'il attend face à des joueurs comme Kylian Mbappé, mais il reste certain que le Maroc a de grandes chances dans le jeu. On va jouer collectivement. Achraf
C'est un des top players au monde aussi à son poste. Donc voilà, ça va être un beau duel entre les deux. Ces deux champions, je pense qu'ils ne vont pas se faire de cadeaux. Donc voilà, c'est que nous, on ne se focalise pas que sur Kylian, on se focalise surtout sur l'équipe de France, sur les problèmes qu'on peut leur poser. La rencontre de demi-finale entre les Lions de l'Atlas et les Bleus de l'équipe de France a lieu ce mercredi à 19h GMT au stade Al-Bayt d'Alcor. Et puis braquage à Hambourg, une perquisition effectuée au domicile d'Ali Kouyaté, l'auteur des tirs mortels au marché central de Hambourg, a permis à la police de saisir 2 armes à feu, des téléviseurs également, plusieurs motos vélos disposés dans la cour de sa maison et aussi un coffre-fort. Les limiers se sont rendus compte que le tueur est manifestement à la tête d'une bande de malfaiteurs. Des sources de Libération avancent que ce matériel constitue le butin d'opération de braquage avant d'annoncer l'arrestation de 6 personnes qui travaillaient pour les. Voilà pour l'actualité nationale. À présent, c'est international au Tchad. L'armée dément une tentative de coup d'État. Le Parlement européen remet le prix Sakharov 2022 au courageux peuple ukrainien. Et puis toujours en Ukraine, les ONG déplorent le manque de moyens par rapport aux besoins en aide réelle. Nous suivons les explications. Au Tchad, à travers un communiqué du 13 décembre 2022, l'état-major des armées dément les informations circulant sur la toile faisant état d'un coup d'État depuis quelques jours. Un petit groupe d'officiers de l'armée nationale tchadienne, manipulés par des civils, projette des actions tendant à perturber les institutions de la République, signale le porte-parole de l'armée, le général Azem Bermendoha Agouna. Ce groupe d'hommes, faisait-il savoir, était suivi par le service de renseignement militaire qui a mis fin à leur projet macabre en les interpellant aux fins d'enquête. À cet égard, l'état-major général des armées rassure la population et l'invite à vaquer normalement à ses occupations. Les renseignements militaires poursuivent leur investigation afin de neutraliser les perturbateurs. Toutefois, on alerte sur l'arrestation d'une dizaine de soldats et quelques officiers par la direction générale de renseignement militaire depuis vendredi 9 décembre dernier. Les personnes arrêtées appartiennent pour la plupart au PAN Sahel Initiative. Et puis le Parlement européen décerne ce mercredi le prix Sakharov 2022 au courageux peuple ukrainien, choisi cette année par les eurodéputés représentés par son président. Ses dirigeants élus et plusieurs acteurs de la société civile, certains ont fait le voyage depuis l'Ukraine pour assister à la cérémonie de remise du prix qui se tiendra à Strasbourg ce mercredi après-midi. Chaque année, le prix Sakharov distingue ceux qui se battent pour les libertés fondamentales et les droits de l'homme, des valeurs clés de l'Union européenne. Il est remis cette année au courageux peuple ukrainien. Enfin, ce mercredi 14 décembre se tient à Paris le 2e jour de la conférence pour l'Ukraine, réunissant des représentants d'une 50aine de pays pour discuter de l'aide immédiate à apporter à l'Ukraine pour passer cet hiver de guerre. Les pénuries se poursuivent à Kiev, la capitale, mais surtout à Odessa, le grand port de la mer Noire plongé dans le noir depuis une semaine. Les organisations humanitaires ukrainiennes tentent de parer à l'urgence, mais le nombre d'équipements en provenance de l'étranger est minime au regard des besoins constatés. Maintenant, place à la page sportive basketball pour démarrer. Coupe d'Afrique des clubs féminins. AS Ville de Dakar s'impose contre l'APR BBC 57-37 et se qualifie ainsi pour les quarts de finale. Qatar 2022, l'Argentine corrige la Croatie et se qualifie en finale de la Coupe du Monde pour une 6e fois. Qatar 2022, toujours les Marocains derrière leur équipe avant en France. Maroc historique. Nous suivons le point. Les basketteuses sénégalaises qui restaient sur 2 défaites dans cette Coupe d'Afrique des clubs féminins faisaient face à la formation rwandaise de APR BBC ce mardi après-midi sur le parquet de l'université Eduardo Mondlane de Maputo dans le cadre justement de la 3e et dernière journée du groupe B. Une rencontre dominée de bout en bout par les protégés du coach Diallo qui ont perdu seulement le 3e 4 temps avec notamment 2 petits points d'écart 10-0
12. Amenée par Fatoumata Django, meilleure marqueuse de cette rencontre avec 20 points inscrits dans son compteur, l'AS Ville de Dakar, qui a montré le meilleur visage, n'a laissé aucune chance à son adversaire du jour, l'armée patriotique du Rwanda, 57-37. Grâce à cette victoire, la championne du Sénégal termine à la 3e place de son groupe et se qualifie ainsi pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des clubs féminins. Elle rencontrera le 2e du groupe A ce jeudi 15 décembre au stade de l'université Eduardo Mondlane de Maputo. Et puis Qatar 2022, porté par une attaque super efficace avec donc Messi flamboyant, l'Argentine n'a fait qu'une boussée de la Croatie, 3-0 en demi-finale du mondial. L'Albiceleste se qualifie pour sa 6e finale de l'histoire et affrontera le Maroc ou la France. Qu'on se le dise, l'Argentine est bienvenue au Qatar avec l'ambition d'accomplir le rêve de tout un peuple et de nombreux fans de football. Éliminé en 8e de finale lors de la dernière édition et malgré un début de tournoi très poussif, l'Albiceleste a atteint un nouvel exploit dans sa quête et confirmé son statut de favori de la Coupe du Monde. Les Argentins ont étrié la Croatie en s'imposant 3-0 en demi-finale ce mardi au Lusail Iconic Stadium. Enfin, toujours Qatar 2022, 2e demi-finale qui oppose l'équipe de France à l'équipe marocaine. Les Marocains sont à fond derrière leur équipe. Quelques heures du coup d'envoi de la 2e demi-finale qui est également historique pour le continent africain, opposant le Maroc à la France. Depuis la victoire des Lions de l'Atlas contre le Portugal en quart de finale, les supporters se ruent dans les agences de la Royal Air Maroc en espérant pouvoir assister au match ce soir prévu à 19h GMT. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez bien sûr en notre compagnie où vous avez tout le temps les meilleurs programmes télé.